La plupart des gens croient que l'intelligence, c'est la capacité d'emmagasiner des quantités massives d'informations, de calculer plus vite que les autres, ou de ressortir des faits obscurs sur commande. Mais si vous observez les esprits vraiment redoutables à travers l'histoire de l'humanité, vous réalisez très vite que la société a pris une bibliothèque pour un moteur. La véritable intelligence ne se mesure pas à ce que vous stockez. Elle se mesure à la clarté avec laquelle vous traitez l'information, à l'impitoyabilité avec laquelle vous filtrez, et à la profondeur avec laquelle vous percevez. Quand on plonge dans l'esprit de la personne vraiment intelligente, on ne trouve pas un entrepôt encombré de faits. On trouve une lentille ouverte, extrêmement affûtée. On trouve une architecture cognitive conçue non pas pour accumuler des certitudes, mais pour démanteler méthodiquement l'illusion. Pour comprendre comment l'intelligence de haut niveau fonctionne réellement, il faut dépasser les mesures standards comme les notes ou les tests standardisés. Il faut examiner comment un esprit profondément analytique interagit avec la réalité. Avec le savoir et avec sa propre mécanique interne, la première caractéristique fondamentale d'un esprit profond, c'est son refus de penser par analogie quand une logique fondamentale est nécessaire. En physique comme en philosophie, on appelle cela penser à partir des premiers principes, une pratique popularisée par des penseurs comme Aristote et démontrée sans relâche par Richard Feynman. L'esprit moyen s'appuie sur des heuristiques, la tradition et le consensus. Il prend des concepts préfabriqués sur l'étagère, les accepte comme des vérités inébranlables et construit son monde sur des fondations empruntées. Si tout le monde dit qu'un problème doit être résolu d'une certaine manière, l'esprit ordinaire accepte la prémisse et essaye d'optimiser à l'intérieur de ses limites arbitraires. L'esprit intelligent fait quelque chose de radicalement différent. Il dépouille un problème jusqu'à ses vérités les plus fondamentales, les matériaux bruts absolus qu'on ne peut plus décomposer, et demande qu'est-ce qui est réellement vrai ici et qu'est-ce qui n'est qu'une supposition par habitude. Il refuse de bâtir un château sur un sol mou. Dans son travail fondateur sur les modèles cognitifs, le polymathe Charlie Munger a décrit cela comme la construction d'un treillis de modèles mentaux. Plutôt que de voir le monde à travers la lentille étroite d'une seule discipline, l'esprit profondément intelligent tire des concepts fondamentaux de la physique, de la biologie, de l'économie, de la psychologie et de l'histoire, et les tisse ensemble pour comprendre la mécanique structurelle de la réalité. Il ne demande pas à quoi une idée ressemble en surface. Il demande comment le système sous-jacent fonctionne réellement. Cela nous amène à la deuxième dimension, peut-être la plus cruciale, de la haute intelligence, la métacognition. La métacognition, c'est littéralement penser sur la pensée. Dans son livre fondateur, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, le psychologue Daniel Kahneman a montré comment le jugement humain est continuellement perverti par des raccourcis cognitifs, des biais émotionnels et des réponses automatiques. La plupart des individus vivent entièrement à l'intérieur du système 1, le mode de pensée rapide, intuitif et réflexe, et prennent leur réaction émotionnelle immédiate pour la vérité objective. L'esprit intelligent fonctionne avec un système 2 actif et vigilant, constamment en marche en arrière-plan. Il siège à la fois comme procureur et comme juge de ses propres processus internes. Quand une personne intelligente se forge une opinion, elle braque immédiatement le projecteur vers l'intérieur et demande « Pourquoi est-ce que je crois cela ?» Cette croyance est-elle motivée par des preuves ou par un désir subtil de confort, de statut ou de confirmation? Dans son chef-d'œuvre Gödel, Escher, Bach, Douglas Hofstadter parlent de boucles étranges, des systèmes qui s'observent et se modifient eux-mêmes. L'esprit de l'intelligent est la boucle étrange ultime. Il ne se contente pas de traiter des données. Il recalibre constamment l'instrument qui fait le traitement. En raison de cet audit interne permanent, les esprits intelligents possèdent ce que le poète John Keats a si bien appelé la capacité négative. Cette aptitude rare à demeurer dans les incertitudes, les mystères et les doutes, sans chercher avec irritation des faits et une raison. L'écrivain F. Scott Fitzgerald a saisi cet état cognitif précis en écrivant que la marque d'une intelligence de premier ordre est la capacité de garder deux idées opposées à l'esprit en même temps, tout en conservant la capacité de fonctionner. Là où l'esprit moyen a un besoin impérieux de clôture immédiate et se précipite pour adopter un étendard tribal ou un dogme absolu, l'esprit exceptionnel peut laisser une hypothèse en suspension pendant des mois, des années ou toute une vie. Il traite les idées non pas comme des possessions à défendre,
mais comme des brouillons de travail sujets à une révision continue. Le philosophe Karl Popper a soutenu que la vérité scientifique ne se définit pas par ce qui peut être prouvé, mais par ce qui peut être falsifié. L'esprit intelligent applique ce falsificationnisme popperien à sa propre identité. Il traque activement la preuve qu'il a tort. Il voit la destruction d'une croyance chérie non pas comme une défaite, mais comme une mise à niveau. Pour reprendre les mots du philosophe cognitiviste Thomas Metzinger dans Being No One, notre expérience consciente n'est qu'un modèle construit de la réalité. L'esprit intelligent ne confond jamais sa carte mentale avec le territoire réel. Il accepte que toute connaissance humaine soit provisoire, en attente permanente de données à plus haute résolution, pour affiner l'image. Cette flexibilité structurelle est précisément la raison pour laquelle les penseurs profonds semblent souvent contradictoires aux yeux des autres. Ils défendront un point avec une rigueur intellectuelle féroce aujourd'hui et l'abandonneront demain à l'instant même où une prémisse supérieure se présente. Pour les non-initiés, cela ressemble à de la girouette ou à de l'inconsistance. Pour l'esprit intelligent, c'est simplement le sous-produit naturel d'un brûlage impitoyable des faussetés. Pourtant, cette architecture interne porte un poids particulier. Il y a une raison pour laquelle les penseurs de tout temps, de Marc Aurèle dans ses Pensées à Arthur Schopenhauer dans ses essais sur l'intellect, ont parlé d'un profond isolement cognitif. Quand votre esprit passe naturellement des événements de surface aux mécanismes sous-jacents, la tonalité de l'existence quotidienne change. Là où les autres voient des incidents isolés, la haute intelligence voit des motifs qui se répètent, des boucles de rétroaction systémique et des incitations structurelles. Cela crée une distance subtile et inéluctable. Il devient difficile de participer à des querelles futiles ou à l'indignation de façade quand vous pouvez clairement tracer les mécanismes psychologiques qui les animent. La solitude cesse d'être un état subi et devient une nécessité, un sanctuaire où l'esprit peut traiter des données complexes sans le bruit parasite des bavardages superficiels. Comme l'a observé Schopenhauer, une personne au grand intellect exige par-dessus tout le calme et le loisir, parce que sa vie intérieure est assez riche pour se sustenter par elle-même. Cependant, la plus grande idée fausse à propos de la haute intelligence, c'est qu'elle serait purement passive ou théorique. La véritable intelligence n'est pas un exercice universitaire, c'est un instrument d'action profonde. Elle reconnaît que l'intellect brut sans exécution n'est qu'une masturbation mentale. Quand un esprit intelligent affronte la réalité, il utilise sa clarté pour éliminer les frictions, identifier les points de levier et agir avec une précision décisive. Il comprend la cause et l'effet avec une telle limpidité que ses actions semblent souvent sans effort aux yeux des observateurs, alors qu'en réalité, elles résultent simplement de l'évitement des pièges évidents dans lesquels les autres tombent aveuglément. Au final, ce qui sépare l'esprit vraiment intelligent de celui qui est simplement malin, c'est une humilité profonde. L'ignorance engendre la confiance en soi bien plus souvent que ne le fait le savoir. Plus vous pénétrez loin dans la structure de la réalité, plus vous devenez douloureusement conscient de l'immensité pure de ce qui reste inconnu. La haute intelligence ne produit pas l'arrogance, elle produit l'émerveillement. Elle révèle que le monde est infiniment plus subtil, plus complexe et plus beau que ce qu'un seul cerveau ne pourra jamais pleinement saisir. Cultiver un tel esprit, ce n'est pas une question de mémoriser plus de faits ou d'accumuler plus de diplômes. C'est un engagement envers une conscience de soi rigoureuse, la clarté des premiers principes et le rejet courageux des illusions confortables. C'est le choix de sortir de l'ombre des opinions de seconde main pour regarder la machinerie de l'existence droit dans les yeux, avec un regard clair et un désir indéfectible de vérité.